Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour du Luxembourg. Oui, avec un petit peu de retard, hein, étape qui s'est déroulée dimanche, mais entre temps il y a eu les championnats du monde. Alors vous avez de la chance parce que j'ai quand même vu le final en direct de cette étape. On fera pas de résumé de la course déjà parce que 3 jours après, peu d'intérêt. Soit vous avez vu l'étape, soit vous n'allez pas la regarder, je pense en replay sur la chaîne Équipe. Et puis voilà, bon, 3 jours après, il y a plus d'intérêt à faire le résumé, c'est intéressant le soir même, plus forcément. 3 jours après, on va revenir un petit peu sur donc, les coureurs au top, les bonnets d'âne, et puis les différents classements en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec la vidéo du jour, avec ce Tour de Luxembourg. Un Tour du Luxembourg qui n'a pas été vraiment... qui a plutôt été vraiment extrêmement serré jusqu'au bout, avec une course spectaculaire. Il y a quand même eu une échappée à un moment avec les 17 premiers du classement général, ce qui est complètement dingue. Il y a eu vraiment une dernière étape, encore une fois, où il y a eu pas mal de spectacles. C'est souvent le cas sur le Tour de Luxembourg, déjà qu'il y a du spectacle, mais souvent aussi sur cette dernière journée au Tour de Luxembourg, parce que c'est un parcours qui est vallonné, avec des bosses qui sont courtes, et c'est formidable, bien entendu, parce que en fait, le Tour de Luxembourg, pour résumer un petit peu cette course, c'est 5 jours de course typée Amstel Gold Race. C'est ça, en fait, l'idée de ce Tour de Luxembourg. C'est des côtes souvent qui font 1-2 km. C'est rare quand même qu'on dépasse ces 2 km dans les côtes au niveau du Tour de Luxembourg. Des routes qui sont rarement extrêmement larges. Il faut bien le dire, parfois à découvert, hein, parfois on a le vent, ce qui n'a pas été trop le cas sur cette édition, et puis souvent ça ne joue d'un rien, parce qu'on met un chrono, mais un chrono qui est assez court, qui a resserré, là il faut bien le dire, les écarts, et puis ça reste des étapes où il se passe il y a souvent des surprises. Voilà, on se souvient de Ben Eli, par exemple sur le Tour de Luxembourg, c'était l'année dernière. Il y a souvent des surprises avec des courants, voilà, qui font des numéros. Ça a été le cas cette année avec Van Sevenant, ça avait été le cas l'année dernière avec Ben Eli. Dommage, par contre, sur cette semaine de compétition, ça a été la sécurité. C'est vrai que parfois c'est un petit peu limite. Pour une épreuve Pro Series, on peut faire mieux en termes de sécurité. Alors après, je dis pour une épreuve Pro Series, mais des fois sur les épreuves World Tour, c'est pas non plus formidable. Mais là, c'est vrai que des fois c'était un petit peu léger. Je pense notamment aux 2 premiers jours de course où il y avait pas mal de resserrements, et parfois c'était vraiment très technique et on aurait peut-être pu simplifier un petit peu les choses ou faire les arrivées dans d'autres endroits. Bon, on commence tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur de cette journée, David Gaudu. Et oui, le français David Gaudu, qui s'est totalement retrouvé après la Vuelta. La Vuelta lui a fait énormément de bien. Il a retrouvé de la confiance, il a retrouvé des jambes, il a retrouvé un niveau qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Je pense que David Gaudu, au final, c'est un coureur qui marche beaucoup au moral. Il y en a eu d'autres, hein, mais c'est vrai que je pense que c'est un coureur qui a besoin de sentir qu'il est bien. Et pour sentir qu'il est bien, lui, il attend de voir les résultats. Et s'il n'y a pas les résultats, il croit qu'il n'est pas bien, donc il s'enferme un petit peu dans une dynamique négative. Et là, du côté de David Gaudu, on voit que dès les premiers résultats ont commencé à apparaître. Un bon premier contre-la-montre, par exemple sur la Vuelta, une bonne première arrivée au sommet, ça lui a donné un petit peu une dynamique. Et ensuite, il a été de mieux en mieux, mais parce que mentalement, ça allait mieux. Du côté de David Gaudu, je pense véritablement que, on le sait, c'est depuis Paris-Nice, enfin un peu après Paris-Nice, c'est depuis le Tour de France 2022 que c'était un petit peu plus... 2023, pardon, que c'était un petit peu plus compliqué du côté de David Gaudu. Oui, mais parce que le Dauphiné, déjà, n'avait pas été exceptionnel. On se souvient de ce Dauphiné 2023 où ils sont... pas du tout au niveau et ils n'arrivent pas à être dedans, et j'avais dit à ce moment là, il commence à faire la gueule, Gaudu,
dans les interviews. Je vous dis, souvent l'indicateur avec Godu, c'est les interviews. Quand il commence à dire plus qu'un mot ou deux mots à l'affaire la Max Verstappen lors du dernier Grand Prix de Singapour, c'est rarement bon signe. Voilà, du côté de David Godu. Et là, il a réussi. Et derrière, dynamique négative, il pense qu'il est pas bon, donc il fait un Tour de France moyennos, il finit assez tôt sa saison. Au final, Godu l'année dernière, je crois qu'il finit autour du Luxembourg, on le voit assez peu derrière. Il court assez peu après le Tour de France. Et le début de saison 2024 n'était pas fantastique, même s'il y avait eu une victoire, mais qui n'était pas sur une course, qui était sur le Tour du Doubs au final, mais où il n'y avait pas forcément peut-être la liste de départ, l'opposition, pour lui dire, voilà, j'ai battu du grand nombre, du grand monde, j'ai retrouvé mes sensations et je suis bien. Un Tour de France qui a été très compliqué, mais parce que le Dauphiné n'avait pas été bon non plus, encore une fois. Et là, quand il a commencé à sentir que les jambes étaient bonnes, tout d'un coup, mentalement, ça va mieux aussi. Et il y a une corrélation, je trouve, entre le moral et les performances du côté de David Godu. Ça arrive chez certains coureurs. Il y a certains coureurs qui vont se fier énormément à leurs sensations. Bon, les jambes sont bonnes, c'est pas un problème. Il y a des coureurs qui se disent, bon, j'ai gagné, voilà, je me sens au-dessus par rapport à mes adversaires, donc je sais que je suis au-dessus, j'ai pas de problème. Godu, je pense qu'il a besoin d'accumuler énormément de confiance avant de sentir qu'il est bon. C'est peut-être un travail à faire mentalement, mais là, on a retrouvé un Godu attaquant. Le Godu qui attaque, ça arrive pas si souvent que ça. Et là, on a retrouvé un Godu offensif sur cette étape. Il sent bien le coup qui part avec Tiberi, c'est Tiberi qui le démarre ce coup-là, mais il y arrive dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, il revient, alors que pendant toute l'étape, j'avais trouvé qu'il avait un temps de retard, j'avais trouvé que la Groupama était plutôt à réaction sur une étape comme ça, ce qui n'était pas forcément bon, parce que je trouvais que l'équipe était à contre-temps. Là, Godu, un tour avant, il n'est pas bien placé, là, il est bien placé. Et il suit avec Tiberi dans un deuxième temps parce qu'il voit que derrière, ça n'arrive pas à suivre. Et là, il se dit, bon, il y a un groupe fantastique qui part à 4. Il a senti le bon coup. Il sait que Jegat, Quinn Simons dans la côte, ça n'arrivera peut-être pas à suivre. Ou Jegat va peut-être pas forcément croire en lui. Il sait que Tiberi, il doit jouer le général, donc il a bien joué là-dessus. Il passe quelques relais, mais il passe des relais de courtoisie, on va dire ça comme ça, mais c'est Tiberi qui fait quand même 70% du boulot, parce que Tiberi, à ce moment-là, il peut gagner la course. Et puis dans la montée, quand il sent qu'il a les jambes pour partir, il n'attend pas, il fait l'attaque. Et il fait l'attaque au bon moment. Autant Godu, parfois, il a tendance à être un petit peu trop attentiste, autant là, il a été offensif, il a été à l'attaque. J'espère qu'il va vraiment se servir de cette Vuelta, de cette fin de saison, pour son entraînement pendant l'intersaison, et puis pour la saison 2025. J'espère surtout qu'en 2025, il ne va pas avoir un début de saison moyen, parce que ça pourrait le remettre encore une fois dans une dynamique négative, et je pense que les résultats serait moins bon. Pour les championnats du monde, c'est toujours un plus d'avoir un coureur comme Godu qui soit performant. Quel sera son rôle dans cette équipe de France? Ça, c'est la grande question. Il n'y a pas forcément, je dirais qu'il y a Alaphilippe un petit peu en leader, mais il n'y a pas forcément un leader absolu dans cette équipe. Je pense surtout que l'équipe de France va devoir être offensive. Il va falloir être offensive parce qu'il va falloir avoir un temps d'avance sur Remco et sur Pogacar. Surtout que là aujourd'hui sur le chrono par équipe on a vu la difficulté du jour qui est une montée qui est très costaud avec 17% de pourcentage max, 8,7 de moyenne sur 800 mètres, donc il va falloir être au point et il va falloir avoir un temps d'avance parce que ça permettra d'obliger les autres à travailler. Et si on oblige les autres à travailler, eh bien on va peut-être réussir à isoler Pogacar, à isoler Remco Evenepoel. Ça va pas être facile d'isoler Remco Evenepoel. Pogacar, ça sera peut-être un petit peu plus facile de l'isoler. Et peut-être qu'en isolant ces coureurs-là, eh bien au bout d'un moment, ils ne suivront pas une attaque, et ce qui permettra peut-être à l'équipe de France d'avoir un bon résultat. Parce que si on reste avec Pogacar et Remco Evenepoel et qu'on n'attend pas grand-chose et qu'on tente pas grand-chose, on risque de se faire battre par ces deux coureurs. Et on risque de se contenter seulement de la médaille de bronze. Et l'objectif dans un championnat du monde, c'est plutôt d'aller chercher la gagne, plutôt que la médaille de bronze. Même si c'est un bon résultat, la médaille de bronze, et la gagne, c'est encore mieux. Ce maillot arc-en-ciel, c'est encore mieux. Deuxième coureur top, Tiberi, Antonio Tiberi.
C'est un bon résultat pour Tibéri. Début de saison qui avait été très bon. Bon, on rappelle le Tour de Catalogne notamment. Et le Giro, où il prend une belle 5e place. Premier de Giro, où il jouait vraiment le classement général. Premier grand tour, il jouait vraiment le classement général. Du côté de la Bahreïn Victorious. Donc très bonne première partie de saison. Derrière, bon, on lui fait faire le Dauphiné. C'était pas une bonne idée. Au bout de 3 jours, il abandonne. Et ensuite, bon, on le revoit à partir de l'été. Et la période estivale a été moins bonne, notamment abandon assez vite sur la Volta, où il n'était pas de toute manière dans le coup sur la Volta, à part le contre-la-montre. Il y a eu voilà, on aurait pu se dire, ça va peut-être laisser un petit goût d'inachevé du côté d'Antonio Tiberi. Ça va peut-être être compliqué à gérer mentalement. En plus, comme il allait sur ce Tour de Luxembourg, ça veut dire qu'au niveau des championnats du monde, il n'allait pas sur les contre-la-montre. Il aurait pu espérer quelque chose, notamment de pouvoir participer, pourquoi pas, au contre-la-montre par équipe mixte, Antonio Tiberi. Mais c'est vrai que le fait de faire ce Tour de Luxembourg, c'est un petit peu problématique. Il était à 10 secondes, et on en avait parlé lors du débrief de l'étape numéro 4. J'avais dit, jusqu'à Tiberi, on peut remporter la course sans avoir besoin de faire forcément des gros écarts. J'avais dit, Gaudu qui est derrière, qui était à 39 secondes, ça allait être beaucoup plus compliqué, il fallait réussir à faire la différence et qu'il n'y a personne qui l'accompagne. Tiberi pouvait gagner rien qu'avec les bonifications. Et Tiberi, eh bien, il s'est dit en termes de stratégie, j'attends les bonifications, mais bon, face à Van Der Poel, Marc Hirscher, Juan Ayuso, j'ai pas le punch pour faire la différence. Mais peut-être que je vais être un petit peu moins observé que d'autres. Et il faut que je tente ma chance. Et je dis souvent, qui ne tente rien, n'a pas grand-chose, n'a rien, tout simplement. Et que des fois, il faut oser tout perdre pour gagner une course. Tiberi, il a osé tout perdre. Il fait une grosse attaque, parce qu'il sent qu'il est bien placé. Mais bon, derrière, si Van Der Poel suit, si Marc Hirschi suit, il a fait une belle attaque. Voilà. Et on n'en parlerait peut-être même pas ce soir. Mais il fait une bonne attaque, il prend le risque, il est suivi, heureusement pour lui. C'est pas des mecs qui sont... Le plus dangereux, c'est Gaudu. Encore une fois, il y avait 19 secondes d'écart avec David Gaudu. Donc il y avait une marge de sécurité par rapport à David Gaudu. Et il arrive à faire l'écart. Et à 4, il va faire énormément de boulot encore une fois. Il va pas être forcément aidé. Enfin, il va être un peu aidé par les 3 autres parce qu'il y a quand même des passages de relais. Mais encore une fois, c'est à lui de faire le job à ce moment-là. L'écart a été fait, c'est à lui de faire le job et d'accélérer. Il a fait un énorme boulot dans les 7-8 derniers kilomètres au moment de son attaque. Et à la fin, il gagne le général. Et il finit l'année sur une très bonne note avec cette victoire sur ce Tour de Luxembourg, qui est un bon résultat. C'est sa première victoire, je crois, sur une course par étape à Antonio Tiberi. Et elle montre cette victoire d'étape, elle clôture cette saison où il avait décidé, quand il arrivait chez Bahreïn avec l'équipe italienne l'année dernière, de devenir un coureur par étape. Avant, c'était plutôt un profil rouleur. Il voulait devenir un coureur par étape. Il est devenu, on peut le dire cette année, un coureur de course par étape. Il a réussi à faire la mue, la transformation, Antonio Tiberi. Et je trouve qu'en un an, il obtient quand même des super résultats. Et cette victoire conclut extrêmement bien l'année. Parce que s'il avait fini sur un abandon et puis sur un Tour de Luxembourg où il n'avait pas réussi véritablement à faire la différence, ça aurait été un petit peu moins bien. Là, il gagne sur une course qui ne correspondait pas forcément à son profil de coureur. Parce que c'est vrai que le punch, c'est pas la spécialité de Tiberi. J'ai envie de dire, même Gaudu, qui réussit à faire top 3 sur ce Tour de Luxembourg, vu l'opposition, c'était pas forcément les coureurs qu'on attendait sur le podium. Et bien de les voir tous les deux, c'est très intéressant. Et puis je termine avec un coureur dans le top 10, Jordan Jegat. On en parlait, toujours cette nouvelle génération. Jordan Jegat, pas Thomas Gachignard, du côté de Total Energy, cette génération de coureurs du côté de la formation française. C'est là où pour moi, cette équipe est la meilleure. C'est quand elle arrive à trouver des jeunes pépites, qu'elle arrive à les faire progresser dans la hiérarchie internationale. Pour moi, j'ai toujours trouvé que cette équipe était moins bonne, j'avais dit, avec des stars. Quand elle a des stars établies, cette équipe-là n'est pas forcément
sensationnelle. Mais avec des jeunes coureurs, elle arrive à faire des merveilles, et surtout avec des purs produits. On se souvient Burgodeau, par exemple, un pur produit. Du Sandy du Jardin, par exemple, aussi, qui est un coureur qui a été récupéré très jeune. C'est une équipe qui sait faire avec les jeunes coureurs. Alors, le contre-exemple, c'est Turgis, Anthony Turgis, qui a commencé chez Cofidis. Mais c'est là où, si, Thomas Gachignard en plus, je disais pas une connerie. Thomas Gachignard, c'est vrai, sur les 4 jours de Dunkerque, avait été très bon. Gachignard, on l'avait beaucoup vu sur les 4 jours de Dunkerque, moins sur le Tour de France cet été. Mais voilà, c'est une équipe qui sait faire du bon job, qui finit bien l'année, hein, parce qu'il y a ce résultat sur ce Tour de Luxembourg. Il y a également une domination sur le Tour d'Istanbul, également pour la formation française. Toujours cette interrogation 2025, est-ce que l'équipe va poursuivre au-delà de 2025, parce que c'est loin d'être fait au niveau des contrats. On verra, mais aujourd'hui, c'est du bon job qu'a réussi à faire cette formation. Et je pense qu'elle peut être vraiment très satisfaite de ce résultat. Et Jordan Jegat, grande année pour le coureur français, parce qu'il a été vraiment performant. Pendant toute la saison, il lui manque juste la grosse victoire, sur une course. Voilà, s'il avait pris la victoire sur cette étape, bon, mais il ne manque que ça sur la saison, parce que quand vous regardez troisième, même la fin de saison, troisième du Giro della Toscana, 18e du GP Industria et Artigianato, c'est des courses où il y a du niveau. Sur le Tour de France, il fait quand même un top 10 et une 11e place à Bologne, dans une échappée où ça roulait vite et qui va au bout en plus, avec la victoire de Kevin Vauquelin. Il a été performant pour moi toute la saison, et c'est un coureur vraiment qui pour moi fait peut-être partie même des révélations de l'année. Jordan Jegat, alors pas des premières révélations de l'année, mais c'est vrai que d'un coureur qui arrive en deuxième division à 25 ans, qui est arrivé assez tard, hein, parce que il a été chez Unant Atlantique, mais professionnel qu'en 2022, au final. 2022, donc il avait 23. Eh bien, c'est bien de le voir réussir à progresser. Et puis ça montre que des fois, le talent n'arrive pas tout de suite. Que des fois, le talent, ça met 2, 3, 4, 5 ans chez les pros avant de s'exprimer, et que tout le monde n'arrive pas à être performant à 18 balais ou à 19 ans. Et parfois vous avez des coureurs qui sont performants à 18 ou 19 ans, et puis derrière à 23 ou 24 on les voit plus. Donc voilà, Jordan Jegat, ça a peut-être mis un petit peu de temps, mais là les résultats commencent à être pas mal. C'est un coureur qui était passé dans l'équipe de réserve, dans l'équipe VB Fiboldia Locminé, qui fait partie des équipes intéressantes, de deuxième division. Donc voilà, il était passé dans cette formation, et puis ensuite il est allé chez le team Unant Atlantique, au départ qui était une équipe amateur et qui est devenue une équipe continentale ensuite, avec les résultats que l'on connaît actuellement. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, sur cette journée, j'ai mis 2 équipes. Je commence avec la UAE. Incompréhensible qu'il n'y en ait aucun des deux qui soit sur le podium. C'est un raté pour moi monumental. J'ai l'impression que Marc Hirschi n'était pas dans un grand jour, mais dans ce cas-là, alors tu fais tout pour rouler pour Juan Ayuso, sauf que personne n'a roulé pour Juan Ayuso. Alors tu te dis donc il fallait que Juan Ayuso roule pour Marc Hirschi, sauf que Juan Ayuso n'a absolument jamais roulé pour Marc Hirschi. Je trouve quand même la stratégie a été très bizarre, parce que soit Marc Hirschi était pas bien, soit tu as 2 co-leaders, ok,
Dans ce cas-là, tu roules pour Juan Ayuso. Je serais surpris quand même que les deux co-leaders se soient plantés. Moi, j'avais pas l'impression que Juan Ayuso était dans une forme olympique, parce qu'à part sur le chrono et face à une adversité qui était quand même pas si énorme que ça, sinon il a eu du mal quand même à être performant sur les étapes. Pour moi, on contrôlait pour Marc Hirschi. Bah, dans ce cas-là, c'est Juan Ayuso qui doit faire le job pour Marc Hirschi. Si tu veux gagner la course, Juan Ayuso, à un moment, il doit se sacrifier. Pourquoi il ne se sacrifie pas? Ça reste véritablement... Enfin, la deuxième partie de saison, quand même, de Juan Ayuso reste une énigme. Hein. Depuis depuis le départ du Tour de France, on a du mal à comprendre, en fait, ce qu'il cherche un petit peu Juan Ayuso, déjà d'un côté, et aussi UAE, parce que on n'a pas l'impression que UAE veut s'en débarrasser, sauf que Juan Ayuso ne veut plus être considéré, veut être considéré comme un top leader. Sauf que chez l'UAE, pour être top leader, bah, faut faire un peu plus que ça, mon petit coco. Parce que regarde, Marc Hirschi n'a jamais été considéré comme un top leader chez UAE. Et pourtant, numéro 5 mondial, Marc Hirschi cette année. Et l'année dernière, il était déjà dans le top 10. Mais jamais considéré comme un top leader. Alessandro Covi n'était pas considéré comme un top leader. Alors que pourtant, il a vu des bons résultats. Et qu'il était jeune. Donc Juan Ayuso, soit il se barre et il veut se barrer, mais dans ce cas-là, faut le montrer à la direction. Après, peut-être que UAE ne veut pas qu'il se barre, mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle de rentrer dans une situation de bras de fer, parce qu'on l'a vu dans parfois des clubs de foot, je pense notamment à Lyon, où on a parfois voulu rentrer en bras de fer avec un joueur, ça n'a rarement eu le résultat escompté. Donc je vois pas... je trouve qu'à la fin, les deux sont perdants, parce que Juan Ayuso en ce moment... Sa cote va décliner un petit peu. Alors, il n'est pas au niveau d'un coureur. C'est pas niveau zéro au niveau de la cote de Juan Ayuso, mais forcément, sa réputation en prend un petit coup de top crack coureur. Et de l'autre côté, UAE, il se retrouve à avoir un coureur qui soit ne veut pas faire le travail d'équipe, soit ne le fait pas correctement. Mais il y a un moment, il va falloir se poser les bonnes questions, quoi. Parce que là, je trouve que c'est une épine dans le pied d'UAE. Moi, je pense qu'UAE ferait mieux de certes perdre un petit peu d'argent, parce qu'il a un contrat longue durée, Juan Ayuso, mais de le filer à la Movistar, de le filer à Ineos, pourquoi pas, ou de le filer à une autre équipe, que de le garder, alors que là, pour le moment... on nous a fait de la com pendant 10 jours à Montréal, mais on voit bien qu'il y a quand même un problème, Juan Ayuso. Parce que là, si vraiment il n'y avait pas de problème, Juan Ayuso, il se sacrifie pour Marc Hirschi. Il ne s'est pas sacrifié pour Marc Hirschi. Vous faites 4 et 5. Ou 5 et 6, je ne sais plus en termes de résultats. Ça aurait été quand même bien qu'il y en ait un qui se sacrifie pour l'autre, quoi. Enfin voilà, je trouve que la semaine a été très mauvaise pour UAE. Très mauvaise. C'est-à-dire que, vu la forme qu'avait l'équipe, vu le niveau de performance des coureurs, vu le niveau des coureurs, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux qu'une seule victoire sur la semaine, et surtout des coureurs qui n'accrochent pas le podium. Là, forcément, c'était l'idéal pour eux quand même sur cette étape-là, parce que Van Der Poel, son équipe pouvait pas contrôler, donc il était isolé. Normalement, t'es meilleur puncher que Tiberi. Godu était loin. Evan Sevenant, un peu sur les rotules. Et à la fin, tu finis derrière Van Sevenant et t'arrives pas à gagner cette étape et t'arrives pas à reprendre le général. Et Juan Ayuso a été assez peu visible. Donc je comprends pas trop la situation avec Juan Ayuso, mais je trouve que c'est plus une épine dans le pied qu'autre chose du côté de la UAE. Et je pense que parfois il faut mieux perdre un petit peu d'argent, mais retrouver, on va dire, une sérénité d'équipe, plutôt que de vouloir s'accrocher à tout prix à un joueur ou à un coureur
même s'il est bon, même si c'est un futur crack, mais qui n'a plus envie d'être là. Moi, j'ai l'impression que Juan Ayuso n'a plus envie d'être chez UAE. Alors, peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas dans les coulisses et des trucs comme ça, mais moi j'ai cette impression-là avec Juan Ayuso, qu'il n'a plus envie d'être là. Et j'ai l'impression que ça sera de pire en pire, parce que sur les classiques canadiennes, il était quand même pas dans les derniers à rouler. Il roulait souvent assez tôt, Juan Ayuso, donc un peu utilisé comme larbin. Bon, là sur ce Tour de Luxembourg, pour moi c'était plus Marc Hirschi que lui qui était leader, donc ça pèse aussi, quoi. C'est un coureur qui a un ego, c'est un champion, donc il a envie d'être traité comme un champion. Et là je pense qu'il y a un problème. Deuxième flop de la semaine, Movistar. Alors, vous allez me dire, je suis sévère avec la Movistar, peut-être un petit peu. On regarde le classement général du côté de la Movistar. Pas de coureur dans le top 10 du côté de la Movistar. Le premier coureur, c'est Will Barta, 23. 24, Pelayo Sanchez. Jan Barrenechea, 25. Au niveau de l'étape, pardon, au niveau du général, 15, 17, 20. Et 65e pour Milesi. Quel était l'intérêt de la Movistar de venir sur une épreuve de ce type avec cette startlist-là, quoi. C'est-à-dire, soit t'emmener des très jeunes et tu disais, bon, bah, c'est pour qu'ils se fassent la main. Par exemple, pourquoi pas emmener des stagiaires, par exemple, sur une épreuve comme le Tour du Luxembourg. Mais bon, là, ils emmènent Lorenzo Milesi. Au final, le passage de DSM à Movistar, pour le moment, bon, oui, il y a eu quelques résultats, mais c'est pas non plus sensationnel. Et après, je me dis, mais l'équipe au départ, elle était quand même pas exceptionnelle. Donc oui, c'est pas une course catastrophique, mais bon, sur 5 jours de course, on les a pas vus, hein, les Movistar. On les a absolument pas vus. C'est ça qui est terrible. Donc quel était l'intérêt pour le sponsor ? Si tu n'es pas visible, si, en plus je crois que je suis même pas sûr que Telefonica Movistar il soit présent au Luxembourg. Si en plus il n'y a même pas un intérêt commercial derrière. Donc si t'es pas visible, si c'est juste pour aller sur une course qui n'apporte même pas beaucoup de points UCI, parce que c'est une Pro Series, de toute manière, là tu as marqué 20 points UCI, donc un intérêt d'aller chercher 20 points UCI, et je pense que c'est ce que tu as marqué sur la semaine. Je me dis que c'est quand même beaucoup d'argent dépensé pour pas grand chose. Je pense que Movistar était en capacité d'amener une équipe peut-être avec du Garcia Cortina, peut-être une équipe différente. Et je suis pas sûr que ce profil-là, encore une fois je disais type Amstel, c'est pas là où ils sont les meilleurs, Movistar. Même s'ils ont un Rambourou, même s'ils ont Pelayo Sanchez, ils ont quelques coureurs qui passent bien les bosses. C'est pas là où ils sont les meilleurs. Et en plus, c'est pas un terrain où ils ont eu des grands résultats forcément sur les 20 dernières années, quoi. Ils n'ont pas véritablement une culture. Là, ça se court comme une classique. C'est 5 jours de classique, quasiment à part le contre-la-montre, mais c'était 4 classiques. Donc je vois pas pourquoi la Movistar s'est engagée sur cette épreuve. Je me dis, putain, il y avait peut-être d'autres terrains qui pouvaient être plus intéressants que d'aller sur cette épreuve où t'as pas marqué beaucoup de points, où t'as dépensé quand même pas mal d'argent parce que Luxembourg, Espagne, c'est quand même pas la porte à côté, où t'as fatigué un petit peu tes coureurs, qui auraient peut-être pu se reposer pendant cette période-là de l'année, pour pas grand-chose à la fin, quoi. Donc, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle. Voilà. Ben, on verra, hein. Si ces 20 points serviront à la Movistar l'année prochaine, je ne suis pas convaincu. Voilà de cette chose-là. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Pour terminer cette vidéo et ce tour du Luxembourg, on regarde les différents classements, donc avec la victoire sur cette étape de David Gaudu devant Quinn Simon, Jordan Jegat qui prend la 3e place, Tiberi, Mats Pedersen, Van Der Poel qui suivent, et donc on retrouve ensuite les UAE.
Le dernier coureur à l'arrivée, c'était Simon Sajnok, car il y a eu plein d'abandons. Briorolles, Julien Bernard notamment, Christophe Laporte, Andreas Kron ou encore Anthony Turgis. Du côté du classement général, le grand vainqueur, c'est donc Antonio Tiberi, avec 15 secondes d'avance sur Van Der Poel. David Gaudu est 3ème à 16 secondes. Van Sevenant 4ème devant Juan Ayuso et Hirschi 5 et 6, ce qui n'est pas énorme vu leur performance sur la semaine. Harris Winnicet devant Jordan Jegat, Davide Piganzoli du côté de la Politico Meta, et puis Mats Wenzel pour le Luxembourg qui prend une belle 10e place. Le dernier coureur à l'arrivée, c'est Sajnok qui prend la place de lanterne rouge à Jack Rockingham, qui l'avait eu sur les 4 premiers jours. Du côté du classement du maillot vert, Van Der Poel vainqueur sans discussion face à Mats Pedersen et Antonio Tiberi. Du côté du maillot de meilleur grimpeur, c'est Pepijn Reindering devant Van Sevenant et Louis Vervaeke. Il avait pris les échappées les premiers jours et il n'a pas eu à véritablement ressortir les 2 derniers jours, bien protégé par ses équipiers, il faut bien le dire. Du côté du classement du maillot blanc, Antonio Tiberi qui s'impose également devant Van Sevenant et Ayuso. Jordan Jegat 4ème devant Davide Piganzoli. Puis du côté du classement par équipe, c'est la UAE qui s'impose avec 30 secondes d'avance sur la Movistar. La Visma 3ème, Groupama et EF juste après. Dernière équipe, c'était la Tudor qui a été, il faut bien le dire, assez discrète cette semaine autour de Michael Storer. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez en ce moment les championnats du monde. Sinon, on reviendra, nous, pour la Cro Race. Et puis, il y aura ensuite Paris Tour et le Tour de Lombardie pour finir la saison. On fera aussi également peut-être quelques semi-classiques italiennes. Voilà, bon, il y a encore un petit peu de choses à voir. Jusque mi-octobre. Même un petit peu après, jusqu'au 20 octobre, j'irai avec les classiques au Japon du côté de la fin de saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!